L'école ivoirienne, à l'instar des autres écoles à travers le monde, fait face à certaines dérives qui doivent continuer d'être adressées et prises en compte par les parties prenantes. Violence, consommation de drogue, alcool, harcèlement, grossesse précoce, mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Le constat est implacable. Les élèves sont-ils seuls responsables? Quelles sont en réalité les causes? Que fait le gouvernement? Quelles sont les solutions? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat dont le thème est « Dérive en milieu scolaire, comment y remédier ?» Pour en parler, 4 invités que je vous présente. Madame Pohan, bonsoir madame. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire à la direction de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est exact. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. À ma gauche, monsieur Mamadou Touré. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, vous êtes directeur général de l'Office du service civique national. C'est bien ça. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. À vos côtés, monsieur Akakwaku Albert. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci d'être sur ce plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un tel débat ne peut se dérouler sans un sociologue. Bonsoir Gislain Koulibaly. Bonsoir Eliane. Merci d'être parmi nous. C'est avec plaisir. Ce soir, il s'agit effectivement de faire un plaidoyer sans langue de bois et nous nous excusons par avance pour des propos qui pourraient heurter les âmes sensibles. Nous partons tout de suite pour le premier élément. Nous retrouvons Siaka Kone et Ibrahim Touré. Ces images ont fait le tour de la toile. Sous l'effet des stupéfiants ou des boissons fortes, ces adolescents offrent des spectacles à troubler le sommeil. À ce jour, la drogue, l'alcool, la prostitution, la cybercriminalité, la violence ont trouvé nid dans les établissements scolaires. Une équation à résoudre pour parents, encadreurs et autorités. La dépravation a pris de l'ampleur en milieu scolaire. Et malheureusement, bon nombre d'écoles ne sont pas épargnées. Les données de la Croix-Bleue renforcent davantage nos inquiétudes. En matière de drogue, les gens procèdent de 2 façons. Il y a des produits qui sont pervertis. Ça peut être des cakes, ça peut être du jus, ça peut être... voilà. Et ça, ce sont souvent des mélanges de médicaments interdits, de drogues interdites et qui rentrent dans l'initiation des enfants. L'autre chose, c'est qu'on fabrique l'enfant étoile, l'enfant qui attire. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est en contact avec les vendeurs de drogue, qu'on appelle communément les dealers, et on lui met tout à sa disposition. Il est très bien habillé, il est bien coiffé, il est attirant, il a une vie très aisée, il a en général beaucoup d'argent et il attire les autres. Et donc, quand les autres y vont, évidemment, c'est pour les initier aux drogues. Nous sommes ici dans un établissement dans la plus grande commune du district autonome d'Abidjan. Les alentours de l'établissement sont occupés par des tenanciers de maquis et vendeurs de boissons fortes. Un voisinage loin de faire bon ménage. Certains établissements de référence tiennent malheureusement le flambeau du mal. La tontine sexuelle, elle a également fait parler d'elle. Cette forme de prostitution déguisée met à nu l'imagination créative de ces jeunes. Le mal est profond et il est temps d'arrêter l'hémorragie pour un système éducatif plus attractif. Merci Siaka Kone, Ibrahim Touré, montage pas comme Afrié. Madame, Messieurs, le constat, il est là. Je voudrais avoir vos commentaires. On parle d'initiation des enfants, enfants étoiles. On parle également de tontine sexuelle. Madame Pohan. Je voudrais d'abord, au nom de Madame la ministre, dire merci au ministre de la Communication et de l'éducation, l'économie numérique, ainsi qu'à Monsieur le directeur général et à vous également, de nous inviter pour parler de l'école ivoirienne dans sa dimension de dérive qu'on constate. Oui, on a regardé un pan et nous sommes d'accord avec le constat fait. Et parce que l'école, c'est le temple du savoir. Quand ce temple-là se transforme en ce que nous voyons, ce n'est pas bon pour l'image de l'école elle-même. Et surtout, quand on dit que le thème de l'année, c'est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».
Mais l'école de qualité, elle s'est faite dans un environnement de qualité avec des personnes et des élèves de qualité. Des élèves de qualité et un environnement de qualité. Monsieur le directeur, quel est votre regard justement après avoir suivi cet élément? Écoutez, merci beaucoup de cette invitation. Le constat, il est clair, il est net. Hein. Nous l'avons tous vécu, nous l'avons constaté. Nous-mêmes au service civique, on va en dire un mot tout à l'heure. Bien sûr. Nous essayons d'adresser la problématique et que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou que ce soit le ministre de la Jeunesse, et justement qui est concerné également par cette cible, tout est fait. Nous faisons tout en tout cas pour arriver à juguler les conséquences de ces fléaux, mais tout en essayant aussi d'adresser par la sensibilisation les causes. Oui, aussi bien les causes que les conséquences. Oui. Il faut qu'on aille par la sensibilisation également. Donc tout à l'heure, on vous dira tout ce que nous faisons pour que ce phénomène-là soit... De façon concrète. C'est ça. Monsieur Aka, vous êtes donc vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Après avoir regardé justement ce reportage, quel est vos sentiments? Il plante le décor? Oui, bon, merci déjà de nous avoir invités ici. Là, je parle au nom de l'OPC, au nom de son président, Kadiou Aka, Claude. Et l'extrait que nous venons de voir nous montre effectivement nos enfants, parce que nous sommes parents d'élèves, nos enfants confrontés à un environnement scolaire en perdition. Voilà, évidemment, ça nous interpelle en tant que parents, en tant que famille, ça nous interpelle. Mais on constate aussi que c'est aux alentours de l'école que ça se passe. Ce n'est pas en sortant de la maison. Ce n'est pas autour de la maison que ça se passe autour de l'école. Autour de l'école. Donc on va essayer de voir pourquoi tout ça. Oui, nous sommes là justement, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, pour un plaidoyer. Monsieur Koulibaly, le sociologue que vous êtes, le décor a été planté. Quel justement est votre ressenti par rapport à ce que nous avons suivi ensemble? J'avoue que c'est un élément qui présente des faits, qui fustige des comportements. Et malheureusement, on pourrait dire que c'est une honte pour l'école ivoirienne. Et ma foi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de questionner le concept même de dérive en milieu scolaire. Quand on parle de dérive en milieu scolaire, pour le sociologue que je suis, cela renvoie à un ensemble de comportements, un ensemble d'incidents, donc qui font entorse au consensus qui a été mis en place au niveau de la communauté éducative, donc du système éducatif. Chaque fois qu'on a des comportements déviants, qui viennent impacter le climat scolaire, l'environnement scolaire, et donc impacter négativement les apprenants, qui sont les élèves, impacter négativement l'administration, qui joue son rôle également dans le système, mais aussi qui vient impacter tous les acteurs qui sont à proximité, y compris les parents d'élèves et les partenaires qui accompagnent. Donc, véritablement, le consensus est impacté et il y a un déséquilibre, un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom, et c'est une dérive avec plusieurs acteurs qui ont certainement leurs responsabilités. Alors, vous êtes tous les quatre confrontés, chacun à son niveau, à ces dérives. Mais Madame Pouan, quelle est la dérive justement que le MENA met pas en évidence, mais qui est la plus répandue, à laquelle vous êtes le plus confrontés au quotidien? Je voudrais dire que c'est les grossesses en milieu scolaire. Et puis les violences qu'on constate pendant les congés qui arrivent, quand les enfants font les congés anticipés. Et pourtant, c'est une question qui a été réglée. Oui, ça a été réglé. C'est pour ça que ça a été réglé cette année, on n'a pas constaté. Donc c'est pour ça que je voulais dire par ordre que voilà des choses. Et au niveau de la grossesse, on n'a pas encore réglé, mais on est entré sur des pistes de solutions et cela tient à cœur. Parce que quand on vous dit que vous avez 5800 enfants qui sont encore enceintes, la mère, la responsable que madame est interpellée et elle le dit par ses mots. Elle est peinée de voir que malgré tout ce qu'on fait, dans cette société-là, les filles ont encore
élèves sont encore à ce niveau-là de grossesse en cours de scolarité. Nous ne disons plus au milieu scolaire parce que généralement, quand on le disait, c'était que c'est à l'intérieur du système éducatif que ces filles avaient ces grossesses. Maintenant, ça se déplacer. Voilà, c'est pendant leur scolarité et c'est des grossesses qu'elles peuvent contracter pendant les vacances et autres. Donc, c'est pour ça qu'on parle de grossesse en cours de scolarité. Grossesse en cours de scolarité. Monsieur le directeur, vous êtes donc en charge du service civique. Vous avez été vous-même confronté à ces dérives, mais surtout en termes de solutions, même si c'est vrai que nous en parlerons tout à l'heure. Quelle est pour vous, en tout cas, en tant que justement directeur de cette entité du ministère en charge de la jeunesse, la dérive qui vous préoccupe le plus? Nous avons trois éléments clés qu'il faut signaler tout de suite. C'est l'abandon scolaire et les échecs scolaires. Parce que c'est ceux-là qui alimentent un grand nombre de vulnérabilités dans notre jeunesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les violences. On a des jeunes qui sont de plus en plus violents. On essaie de comprendre également le pourquoi. Oui. Et il y a la question des addictions aux drogues et à l'alcool. Ça, c'est vraiment les trois éléments clés que nous avons dans notre... Mais ces éléments, ils sont liés? Ces éléments sont liés? Oui, parfois ils sont liés. Parfois, ils sont liés. Alors, monsieur Aka, justement, vous êtes à la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Comment, justement, vous réussissez à adresser cette question, donc, en interne, évidemment, ces questions de dérives? Qu'est-ce qui vous touche vraiment le plus souvent concernant ces dérives en tant que parents d'élèves? Bon, nous, ce que nous percevons, c'est la duplicité de nos enfants aujourd'hui. La duplicité de vos enfants? Oui, puisque c'est l'enfant, quand il est à l'école, il a un comportement, et quand il est à la maison, il a un autre comportement. Exact. Donc, on ne sait plus, nous n'avons plus la maîtrise. C'est un peu le premier constat que nous faisons. Parce que quand l'enfant vient à la maison, nous avons l'impression qu'il est correct. Mais quand il sort et qu'il est à l'école, à l'extérieur de la maison, il a un autre comportement. Et donc, on peut être surpris des effets que ça dégage, ça donne à l'extérieur après. Et le parent d'élève se trouve en face d'une situation que lui-même ne comprend pas. Bon, maintenant, bien sûr, il y a toutes les dérives que nous connaissons. Hein. Il y a la violence, il y a la drogue, et il y a... tout ce que Mme Pohan a dit tout à l'heure, comme le DG l'a dit, tous ces mots-là, nous les vivons. Hein. Au quotidien. Au quotidien. Alors, je voudrais juste, avant de vous passer la parole, Justin, nous allons, c'est vrai, circonscrire ces dérives au harcèlement scolaire, aux stupéfiants, à l'alcool, à la violence, évidemment, à ce qui est qualifié de tontine sexuelle, aux grossesses précoce, mais c'est vrai que vous nous avez donné une autre définition. En cours de scolarité. En cours de scolarité, parce qu'on pourrait passer effectivement toute une nuit pour parler de ces dérives. Alors, vous, le sociologue que vous êtes, justement, qu'est-ce qui vous interpelle? Alors, moi, tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est la violence. Et donc, je rejoins monsieur le directeur qui parlait de la violence. Je parle de violence parce que l'école est un terreau favorable à la violence. Et mieux, on aurait même pu conclure que l'école a fini par développer une culture de violence. Et je vais m'expliquer. Vous constaterez que on a toutes les formes de violence. On a les violences physiques au niveau de l'école. Oui. On a les violences psychologiques et émotionnelles. Harcèlement aussi. Exactement. On a les violences sexuelles. On a aussi des formes de viol au niveau de l'école. Donc, on a toutes les formes de violence. Mais malheureusement, quand je parlais de règles ou de consensus, on a des acteurs dans le système. Et chaque acteur est soumis à certaines normes qui régissent les comportements au niveau de l'école. Mais ce qui va se passer, c'est que ne pouvons pas s'exprimer, d'autres ont eu recours à la violence. Je prends un exemple. Quand vous prenez la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI. Oui. Quand vous regardez l'historique de la FESI, comment la FESI fait irruption dans le système éducatif. Mais c'était pour permettre à certaines catégories de pouvoir s'exprimer. Je veux parler par exemple du corps enseignant
qui a voulu s'exprimer. Je veux parler des élèves. Il y a eu d'autres syndicats, il y a eu d'autres organisations. Il y a eu d'autres organisations par la suite. Mais quand vous regardez finement, c'est l'intrusion du politique dans l'école. Et c'est ce qui fait que c'est un moyen d'expression, mais en même temps, on a recours à la violence pour pouvoir imposer un certain nombre de choses. Alors, mais malheureusement, c'est le constat que je fais. C'est votre constat. C'est votre constat. Oui, alors, je veux dire aux sociologues que l'école est l'émanation de la société, c'est une micro-société. Donc, elle vit les travers et les dérives de la grande société. Les enfants qui viennent à l'école, ce n'est pas à l'école qu'on donne la première impression éducative. Donc, quand l'enfant vient, il a déjà une éducation. Et quand il vient, il observe les modèles de sa société. Et il reproduit. Il reproduit. Il les reproduit. L'enfant, c'est la reproduction des modèles. La violence aujourd'hui des élèves est constatée, comme il le dit, par la violence qu'on constate par les grands au niveau politique, au niveau du temps, le langage et ceci, il est cela. Donc, faire croire que l'enfant vient et que c'est à l'école qu'il apprend ou bien qu'il est impacté par cette violence, je dis non. Parce que nous recevons des enfants qui sont dans une société et c'est la société qui crée l'école pour dire, voilà, nous voulons que nos enfants y aillent pour les amener des agents d'intégration, de développement de la société. Donc, l'école est impactée par cet environnement fait de violence par les adultes. Parce que ne disons pas que c'est les enfants qui commencent la violence. Ils ont vu, ils copient. Et ça, il faut que le sociologue interroge la société pour montrer pourquoi on exporte cette violence-là à l'école. Alors, moi, vraiment, en vous écoutant, j'ai une question pour tous les quatre. Vous parlez donc de la société qui impacterait les enfants et ils auraient cette réaction. Monsieur le directeur, et puis je vais également poser cette question au vice-président donc, justement de l'association des parents d'élèves. On accuse très souvent la cellule familiale, puisque c'est la base, c'est la cellule familiale. Est-ce à tort ou à raison? Monsieur Aka. Bon, la cellule familiale, je crois que déjà Mme Pouan a planté le décor. Hein. Je veux vous entendre. Nous sommes dans une société et les familles, elles sont elles-mêmes imprégnées dans cette société-là. Voilà. Donc, tous les maux que la société a su générer, tous ces mots-là, c'est les familles qui ça impacte. C'est cet ensemble de dérives, de violences, comme on l'a dit, que ce soit à partir des politiques, que ce soit à partir des syndicats, ces violences qu'on voit, ces injustices que les populations vivent. Ou ressentent, ou estiment. Oui. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Il y a des injustices qui sont produites dans la société. Et tout ça rejaillit. On parle de coût de la vie. Il y a l'impossibilité, les difficultés de la vie quotidienne que les parents vivent. Mais est-ce que justement, excusez-moi, vraiment, parce qu'on parle du service civique, est-ce que justement, il y a ces réalités. Un enfant, il est dans la cellule familiale. Est-ce que l'enfant doit payer, entre guillemets, payer parce qu'effectivement, il y a ce qui se passe dans la société et reproduire cela à l'école? Parce que la responsabilité du père ou de la mère, comment vous la responsabilité des parents est capitale. J'ai failli dire même c'est les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Le savoir-être, le bon comportement, c'est d'abord à la maison qu'on l'acquiert. Ensuite, évidemment, on ne reste pas dans le cocon familial. Après la maison, on va à l'école. Évidemment, si vous avez des tares à la maison, vous allez certainement les amplifier dans l'environnement de l'école. Mais sinon, pour ma part, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Et je veux rajouter un point. Des jeunes nous disent, nous parlons, mais vous ne nous entendez pas. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on n'a pas les mêmes éléments, on n'a pas les mêmes codes. Nous ne comprenons pas ce que nos enfants disent.
Alors, en fait, nous sommes décalés. Pourquoi alors justement cette rupture? Oui. Pourquoi cette rupture? Oui, moi je pense que effectivement. Après, Madame Pouin, j'aimerais vous entendre aussi. Oui. Pourquoi cette rupture? On parle de famille. Oui. Attendez, mais de quelle famille parlons-nous? Est-ce que les familles de 1960 sont les familles d'aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de compétition entre l'éducation qu'on acquiert à travers le numérique, donc les réseaux sociaux, et l'éducation qu'on acquiert à la maison. Et finalement, quand vous regardez cette compétition, celui qui prend le dessus, ce sont les réseaux sociaux. Parce que malheureusement... Est-ce qu'à travers les réseaux sociaux, c'est une éducation? Le constat que nous faisons, c'est que nos enfants, aujourd'hui, ils ont développé une forme d'addiction aux réseaux sociaux. Et donc, l'éducation qu'ils vont, les valeurs qu'ils vont récupérer, très souvent sont des anti-valeurs. Or, vous savez que la plus petite unité de la société, c'est la famille. Oui. La famille est le premier rideau protecteur. Jean Piaget disait que c'est dans la prime enfance, donc de 0 à 6 ans, que les éléments socioculturels se cristallent le mieux chez l'enfant. Et Gabriel Détat de dire que la personnalité de base s'acquiert dans la prime enfance et la personnalité secondaire va s'acquérir au fur et à mesure. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les parents ne sont plus maîtres de cette éducation, de ce processus de socialisation, car en compétition avec d'autres acteurs tels que les réseaux sociaux. Madame, on revient à l'éducation nationale. Vous avez de toutes les manières développé certains programmes. On voudrait quand même vous entendre sur cette question, parce que vous n'êtes pas juste des spectateurs, vous êtes des acteurs. Non, parce que je suis contente que le sociologue reconnaisse que c'est depuis la petite enfance qu'on acquiert les éléments, l'empreinte qu'on marque à notre enfant nous poursuit après. Et surtout, avant de venir là, il a dit, le directeur a dit, on n'a pas les mêmes codes. Oui. Parce qu'il faut prendre les élèves dont on parle. On a le préscolaire, on n'a pas de problème. On a le primaire, on n'a pas de problème. On arrive à l'adolescence. Âge de transformation. Ils sont dans tout ce qu'on appelle la provocation, période d'opposition. Ils rentrent dans une intelligence qui fait maintenant des hypothèses parce qu'ils n'étaient pas dedans. Donc, ils comprennent la vie, ils l'analysent et ils sont surtout réfractaires à l'ordre établi. L'adolescence, c'est cela. Mais c'est une rébellion? Oui, parce qu'on parle d'opposition, de provocation, de rébellion, d'affirmation de sa personne. C'est comme il enquête identitaire. Donc, pour lui, tout ce qu'il veut faire, c'est montrer qu'ils sont présents. Mais c'est la manière qui ne va pas. On n'est pas dans la violence. Mais quand ils sont dans le milieu familial, violence père et mère, violence déjà de base, quand les parents eux-mêmes frappent les enfants, eux-mêmes, il y a les violences. C'est de la violence, frapper un enfant? Oui, c'est de la violence physique. Oui. Et c'est comme si vous transmettez à l'enfant un héritage. Sois violent comme je suis violent envers toi. Parce que certains estiment qu'il faille justement reprendre, entre guillemets, cette relation pour que les enfants changent de comportement. Moi, je pense qu'on peut convaincre sans contrainte. C'est pour ça que quand il a parlé de la famille, quand une famille communique, parce que est-ce qu'on communique avec nos enfants? Ou bien on parle à nos enfants, on parle sur nos enfants, ou bien on communique, c'est parler avec. Quand des enfants sont dans un milieu dans lequel on parle, on est apaisé, le bon ton est là, c'est des enfants qui vont être équilibrés et qui ne vont pas aller se mettre à détruire ce qu'il y a. Parce que ceux qui détruisent, c'est comme s'ils avaient amassé une somme de frustration qu'ils sont en train d'évacuer. Parce que quand vous regardez comment est-ce qu'ils détruisent l'instrument pédagogique, comment ils détruisent la salle de classe, est-ce qu'on a envie de se poser la question, quelle est la représentation de l'école? Justement, je vais poser la question à M. Aka. M. Aka, vous êtes donc vice-président de l'Association des parents d'élèves. Quelle est la représentation que les élèves, selon vous, ou peut-être que vous en discutez, se font de l'école? Comment ils imagent justement l'école, si vous en parlez? Non, on en parle. Les enfants sont déjà dans un environnement où ils savent qu'ils doivent aller à l'école. Déjà à partir de, on a dit tout à l'heure, le préscolaire, l'enfant déjà à partir de 3 ans, 3 ans et demi, ses parents lui disent qu'on va t'envoyer à l'école et lui-même il est content d'y aller.
On lui achète les fournitures, etc. Oui. Donc, il est content d'y aller. Et donc, les enfants sont aptes. Ils souhaitent aller à l'école. Ils ne veulent pas rester à la maison. Et le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans une société, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une société où tout le monde est occupé. Le papa, il est parti au travail, la maman, elle est partie au travail. Et comment on faisait avant? Ah, mais avant, les parents, ils avaient leurs activités autour de leur maison. Ils étaient là, présents. Et donc, les enfants, quand ils vont, ils reviennent, ils les trouvent. Et là, la communication, effectivement, passe plus facilement. Mais quand un enfant a été envoyé à l'école, et que dans le cycle primaire, prenons ce cas-là, oui. Et que le papa, c'est un ouvrier qui travaille, qui est à Yopougon, qui travaille à Port-Boué, quand il rentre, c'est à 21h, bon, il ne voit pratiquement pas l'enfant. Il aura du mal à communiquer avec cet enfant-là. La maman, elle est commerçante ou bien elle est enseignante, etc. Elle aussi, elle est partie. Donc finalement, cet enfant-là, il est quelque part, voilà, il est un peu abandonné. Il sort de l'école, il n'a plus un accueil à la maison comme il faut, parental comme il faut à la maison. Et tout ça, ça joue sur l'enfant. Est-ce que dans l'imaginaire, on se dit que ceux qui sont justement touchés ou à même de porter ces dérives ou responsables de ces dérives seraient d'une catégorie sociale? Est-ce que c'est vrai, Ghislain Coulibaly? Oui, à cette question, moi je dirais que on a tort de penser que ce sont les élèves issus de familles défavorisées qui sont à l'origine des dérives que nous constatons. Je pense que ce n'est pas vrai. Parce que, bien au contraire, lorsque vous êtes issu de familles défavorisées, vous n'arrivez même pas à avoir les 3 repas du jour. Il faut, bien au contraire, avoir un sursaut et se mettre résolument au travail pour pouvoir sortir de cette précarité ou de cette pauvreté. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec différentes couches sociales. Oui. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, nos enfants sont influençables. Nos enfants ont une faible personnalité. Et mais à qui la faute? Non, à qui la faute? Oui. Vous remarquerez que dans la cellule familiale, malheureusement, on se retrouve avec un déficit de temps de qualité avec les enfants. Le temps de qualité, on ne l'a pas. Les parents n'arrivent plus à avoir un temps de qualité où on est entre parents-enfants, où on arrive à partager son expérience, où on arrive à discuter sans véritablement arriver à la violence, mais il faut pouvoir échanger. Et un autre facteur que j'incrimine, c'est l'urbanisation. Malheureusement, l'urbanisation a impacté les cellules familiales et impacté même l'école. L'urbanisation, aujourd'hui, est une urbanisation sauvage. Et c'est vraiment... Pourquoi vous la qualifiez de sauvage? Non, mais parce que quand vous regardez l'urbanisation, en principe, ça doit obéir à une planification, à une programmation. Mais vous pensez que la planification et la programmation, elles ne sont pas faites? C'est une question que je vous pose. Oui, mais ce qu'on constate avec l'urbanisation, vous avez une urbanisation, mais à côté, on a la précarité qui chevauche avec ce qu'on pourrait appeler l'urbanisation à visage humain, mais à côté, on a des taudis, on a de la pauvreté. Ce n'est pas le seul cas de la taudis. Et nos écoles sont même pris au piège. Parce que qu'est-ce qui pilule autour de nos écoles? C'est des maquis. C'est des fumoirs. Mais je veux vous dire et juste, ça impacte. Oui, je veux dire même un quartier comme Cocody, c'est pour ça que je pose la question sur l'élément social. Un quartier comme Cocody, maison IP, etc., vous avez des maquis à côté des écoles. Mais à côté de grands établissements. Donc, vous voyez, l'urbanisation, on peut en débattre. Je voudrais entendre, monsieur le directeur, votre agence, votre office a été créé en 2007. Sauf erreur de ma part. 2016. Et vous êtes censé apporter, en tout cas, un appui ou traiter une problématique en ce qui concerne l'incivisme dans le pays. Aujourd'hui, où on en est? Parce que là, on parle des dérives, c'est une forme d'incivisme. Où on en est aujourd'hui? Vous avez des centres aussi à l'intérieur du pays. Où on en est aujourd'hui? Beaucoup a été fait au niveau du service civique. J'en veux pour preuve la problématique des congés anticipés, qui fait aujourd'hui que quand on parle de Bembresso, on sait ce que c'est.
Parce que Bemresso... Vous avez traumatisé des jeunes? Non, au contraire. Oui. Ils étaient très heureux avec nous parce qu'on leur a apporté ce qu'ils n'avaient pas en dehors du centre. On leur a apporté 3 repas par jour. Au centre de service civique, on apporte 3 repas par jour. Une grande partie de ces enfants n'avaient pas un repas par jour. Pourtant, ils étaient élèves. On apporte la santé, puisque nous veillons à la santé de nos pensionnaires. Ces enfants n'ont jamais visité un médecin ou un infirmier en dehors de leur maison. Ils dorment quelque part chez nous. Ils ont le lit, ils ont une maison correcte, mais une grande partie des enfants que nous avons reçus n'avaient pas tout cela. Donc, ça a créé des phénomènes, des comportements très inciviques de vouloir partir de l'école et de provoquer alors les congés anticipés. Mais ça a duré des années, ça. Oui, ça a duré des années, jusqu'à ce que, grâce à Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui a discuté avec son collègue, le ministre de la Jeunesse, on est arrivé à récupérer des enfants qui étaient dans les liens de la justice et qui avaient été arrêtés pour troubles à l'ordre public pour essayer de les resocialiser sur le centre de service civique de Bemresso. En 10 jours, on a essayé d'identifier d'abord quelles sont les causes qui les amènent à cela, parce qu'ils sont victimes aussi, ces enfants-là. Il ne faut pas qu'on considère qu'ils ne sont que des acteurs. Ils sont aussi victimes. On a bien compris quels sont les éléments clés qui déterminaient leur comportement. On a travaillé là-dessus, mais ces enfants qui sont sortis du Bemresso... Que sont-ils devenus aujourd'hui? Aujourd'hui, une grande majorité d'entre eux a retrouvé la paix et le système éducatif. Ils ont retrouvé leur cellule familiale d'origine? Ils ont retrouvé leur cellule familiale. D'origine? D'origine, oui, parce qu'ils repartent en famille. Ils ont passé leurs examens. Ils sont même devenus pour nous des ambassadeurs pour promouvoir le civisme et la citoyenneté à l'école. Vous avez vu que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on n'a pratiquement pas encore entendu des questions et on touche du bois. Il faut que ça continue ainsi. Voilà, donc sur ce point-là, on a bien déterminé ce qui s'est passé et on a traité. Maintenant, le service civique n'est pas là pour les élèves. Non, ça, c'est clair. Voilà. Et je pense que c'est là pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes, et pas que les élèves. Voilà. Et aujourd'hui, depuis la mise en place du service civique de 2017 à aujourd'hui, c'est pratiquement 5000 jeunes qui sont passés par le service civique. Des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, abandon scolaire, échec scolaire, dans l'alcool, pour certains dans la drogue, sans qualification, sans emploi. Aujourd'hui, plus de 80% des jeunes que nous avons eus sont aujourd'hui resocialisés, qualifiés et insérés en emploi. Très bien. Tout à l'heure, on dira même ce qu'on a actuellement sous la main pour adresser justement la problématique qui a été décrite tout à l'heure, les addictions. Dans les solutions. Je voudrais, avant d'entendre M. Aka, je voudrais, Mme Pan, vous entendre. C'est vrai qu'il a été ces questions de cette prise en compte justement des congés anticipés avec le MENA, le ministère de la Jeunesse et via donc, le service civique et d'autres ministères qui ont accompagné justement ce processus. Ce processus-là, le ministère de la Jeunesse, comme on l'a dit. Et puis également, avant d'arriver là, je voudrais dire aux sociologues, à M. Ghislain... C'est pas un dialogue. Non, je vais dire qu'il faut que le parent trouve le temps. Parce que vous mettez un enfant au monde, ce sont les problèmes que nous avons. Quand vous interrogez un enfant, mon père ne m'aime pas, mon père n'est jamais là. Quand l'éducation nationale essaie de comprendre, beaucoup de causes viennent de parents absents, de parents ceci. Je pense qu'avec cette émission, on veut dire aux parents, c'est votre enfant. C'est votre enfant que vous confiez à l'éducation nationale dans la coéducation. Donc, quand cet enfant manque d'amour, puisqu'on dit que l'amour est un carburant, quand cet enfant manque d'amour, il vient à l'école en manquant de confiance en lui et d'estime de soi, des éléments importants dans l'apprentissage. Et également, quand j'écoute monsieur le directeur, il dit que ces enfants ne mangeaient pas 3 fois, ils n'étaient pas ceci. Donc, il nous montre déjà le profil. Parce que je me dis, un enfant qui est en situation de réussite, un enfant qui est en situation
de confiance en l'école ne va pas aller détruire l'école, ne va pas aller se mettre dans les dérives. Est-ce qu'il y a seulement de la destruction en ce qui concerne l'école? Parce qu'on a parlé des dérives, on a annoncé l'alcool, la drogue. Oui, non, beaucoup, mais ce qui a amené Bembressou, c'est les congés anticipés. Tout à fait. Et ça, c'est tellement grave parce que déjà, nous n'avons pas assez d'infrastructures, on en parle. S'il faut venir, vous êtes libre de ne pas venir à l'école. Quand vous voulez. L'école est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Non, je n'ai pas dit de quitter l'école. Oui. Mais nous n'allons pas aller vous menacer, tout cela. Mais vous ne pouvez pas venir déloger. C'est ça. Ceux qui ont envie de réussir leur vie. Et nous ne pouvons pas accepter également que des élèves bravent l'autorité. C'est la ministre qui dit on rentre ici parce que nous avons un quantum horaire pour valider les diplômes. Et ça, il y a une autorité. Donc, il faut montrer que cette violence-là, parce qu'elle n'avait pas de sens. Vous savez, parfois, vous dites c'est parce qu'on est incompris. Est-ce que dire qu'on veut des congés anticipés est logique? Monsieur Acker, est-ce dire qu'on veut des congés anticipés, est-ce que c'est logique? Justement, vous, en tant que parent d'élève, vice-président de cette association, comment vous avez vécu cela? Et justement, quelle a été votre approche? Comment vous maintenez justement aussi ce statu quo? Bon, on n'est pas du tout satisfait de ça, puisque nous avons eu... C'est-à-dire? C'est pas bien. Nous avons eu même plusieurs séances, plusieurs visites dans les écoles. Quand le phénomène a commencé à se propager, on a ciblé des écoles, on a envoyé nos équipes. Oui. On a rencontré donc l'administration de l'école, les enseignants, les élèves, et on leur a fait comprendre que ce comportement, ce n'est pas nous, les parents, qui leur ont dit de le faire, et qu'il faut qu'ils cessent parce qu'il y a une autorité, c'est l'autorité de l'école, qui a fixé un calendrier. Et ce calendrier, il faut le suivre. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils sont conduits par des petits noyaux, en fait. Donc il y a des meneurs? Oui, il y a des meneurs, c'est l'effet du groupe. Parce que quand nous allons dans ces écoles-là, on a fait plusieurs écoles, au moins 5 ou 6 écoles. Quand on les a interrogés, on a échangé, ils sont tout à fait enthousiastes. Oui. Vous savez, les enfants, comment ils sont, quand vous vous intéressez à eux et tout ça, ils sont enthousiastes. Parce qu'ils ont vu que les parents d'élèves, l'organisation des parents d'élèves venus là, rencontrer l'administration, les professeurs et tout. Ils étaient tout heureux. Et puis, bon, eux-mêmes se posent la question, peuvent se demander comment cela a pu arriver. Comment cela voilà, mais ce sont des meneurs qui sont à l'intérieur. Il faut les repérer et puis les adresser là où il faut les adresser. Alors justement, nous sommes là justement au stade dans les causes. Voilà. On est vraiment de plein pied dans les causes. Et je voudrais vous poser la question concernant les réseaux sociaux. On en a parlé tout à l'heure lorsqu'on a fait l'état des lieux, mais les réseaux sociaux qui font l'apologie, on l'a vu au journal de 20h, l'apologie de certaines substances et même des challenges aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Comment justement on essaie de régler cela? Qu'est-ce qui pousse un jeune à faire cette apologie via les réseaux sociaux de stupéfiants, de drogue et aussi de fabrication justement de cette drogue? Pour les sociologues. Non, je pense que les jeunes ou la jeunesse est aussi victime, victime aussi des réseaux sociaux. On a des influenceurs qui ont pris... Des influenceurs oui, non. Quand je parle d'influenceurs, je ne parle pas dans le... Il y a des pseudo-influenceurs qu'on voit... Je voulais sa paternité sur la toile qui malheureusement prônent des antivaleurs. Et vous remarquerez qu'on utilise... Parce que vous savez que les réseaux sociaux sont un exutoire. Oui. Quand on veut s'exprimer et qu'on est bâillonné, on n'arrive pas peut-être à avoir la parole ou à s'exprimer à la maison ou dans la communauté, on peut utiliser le canal des réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que justement tout ce qu'on dit est régulé? Est-ce que c'est réglementé? Ce qu'on constate, c'est qu'on fait l'apologie de certaines drogues ou de certains éléments d'addiction. Je pense que c'est à proscrire. Mon problème ici, c'est comment on a accès à Internet, comment on utilise Internet et est-ce qu'on maîtrise Internet. Malheureusement, je pense qu'il y a un véritable problème. On n'arrive pas à utiliser de façon optimale Internet qui est à la base un outil de démocratie, un outil de développement, un outil qui est censé créer, je vais dire, un rapprochement entre un peuple.
malheureusement, c'est un outil qui est perverti aujourd'hui et malheureusement, on se retrouve avec de grandes firmes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits. Malheureusement, c'est des produits toxiques. À ce niveau, hein, je crois qu'avec la ACAR, il y a évidemment une loi qui a été prise, des dispositions, et normalement, elle devrait pouvoir se corser parce qu'il faut protéger aussi, surtout les jeunes, par rapport justement à cette addiction et cette capacité qui leur est permise de se donner, justement, s'adonner à ces dérives. Madame, pour vous, moi je parlais des réseaux sociaux, mais même pendant les violences, c'est avec les réseaux sociaux, et vous voyez qu'aujourd'hui on diffuse. Et c'est impersonnel parfois. Des bagarres, quand on montre aux gens que les rumeurs, il y a un élève qui a été ceci, là, il y a eu quelque chose qui s'est... On ne vérifie pas, mais comme c'est sur les réseaux sociaux, ça amplifie et les gens commencent à se dire, mais nous on est passifs, pendant ce temps, d'autres sont en train de manifester là. Et également... L'adolescence, c'est une période de conduite à risque. Tout ce que la société va dire que c'est pas bien, le jeune, par curiosité ou même pour s'affirmer, va passer à l'acte avec cela. Vous voyez quand même quand un jeune homme vient et qui dit « voici ma drogue, voici la boisson », c'est pas seulement les stupéfiants, il y a même l'alcool, la cigarette. Et j'aime bien, il y a une vidéo qui passe où l'enfant dit « mais moi, avec le psychologue Zabi que je salue, l'enfant dit « mais moi, on m'amène devant toi, devant vous, monsieur, alors que mon père et ma mère boivent de l'alcool, mais c'est de la drogue. » Le psychologue dit oui. Il dit, mais nous sommes 3 drogués dans la maison, pourquoi c'est moi on soigne? Pour montrer que les enfants sont dans le modèle. Une fois que vous êtes parents, il faut présenter de bons modèles. Modèles à tous les niveaux. Que nous soyons enseignants, c'est ce que nous demandons et nous faisons dans le modèle, dans l'environnement scolaire, parce que ce n'est pas seulement ingurgiter des savoirs, mais il y a le savoir-être et le savoir-faire. Et l'enfant regarde l'éducateur. Est-ce qu'il y a congruence entre ce que nous disons et ce que nous faisons? C'est une question que certains se posent justement, même en indexant aussi certains enseignants. Oui, monsieur le directeur. Non. Après, je voudrais entendre monsieur Aka. Relativement à l'utilisation du téléphone, en fait. Vous savez, nous avons observé dans nos centres de service civique interdiction absolue d'avoir un téléphone sur soi. Mais durant tout le séjour? Durant tout le séjour. Pas de téléphone sur le centre de service civique. Ça nous donne un environnement apaisé. Ils n'ont pas été ressentis un manque? Ils ont des manques, oui, bien sûr. Oui. Ils ont des manques, ils essaient de retrouver des téléphones, tout ça, mais c'est interdit. C'est interdit. C'est-à-dire qu'on a pris la résolution de ne pas le permettre. Mais ils n'ont pas, tout simplement. Ils attendent la fin de leur formation pour récupérer leur téléphone portable. Mais dans l'intervalle, nous avons des spécialistes qui passent pour leur dire ce qu'on fait avec le téléphone. Voilà. Parce que la majorité des enfants qui utilisent le téléphone n'ont pas été formés à l'utilisation du téléphone. Mais quand ils n'ont pas été formés, moi, je suis juste... excusez-moi de vous couper la parole, mais ils n'ont pas été formés. Mais qui leur a donné le téléphone? Mais les parents, bien sûr. Non, mais bon, les familles, elles sont nombreuses. Dans les stades de la société, on sait très bien. Il y a des enfants qui sont issus de Cocody, il y a des enfants qui sont... Il n'y a pas que Cocody. À Cocody, mais il n'y a pas Cocody. Non, mais attendez, la réalité, c'est ça. Oui. La réalité, c'est ça. C'est que les enfants ne sont pas au même niveau social. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas du même... Alors, ceux qui possèdent là, ce sont ces enfants qui viennent des familles aisées et qui ont tous ces appareillages. Et les autres viennent autour. Donc, à partir de ce moment-là, eux aussi, ils apprennent. Et même, finalement, ils vont se trouver des moyens pour acquérir ces appareils-là. Et quand l'enfant arrive à la maison, parfois, il cache cet appareil. Alors, moi, je vais vous poser une question. Ne savent même pas qu'il a un appareil. Quand un enfant vient à la maison, je ne vais pas citer une marque, d'un certain niveau, c'est le parent ne lui a pas acheté. Il vient avec et que le parent ne réagisse pas. Est-ce que c'est une influence de l'extérieur ou c'est l'enfant lui-même qui a voulu acheter ce téléphone et le parent ne réagisse pas? Comment on qualifie cela? Bon, on ne peut pas... Je pense que dans la plupart des cas, on ne peut pas dire qu'une famille, un parent voit son enfant détenir un appareil et puis ne pas chercher à savoir d'où ça vient. Et puis, accepter comme ça, même si c'est un oncle qui lui a acheté, ou bien un cousin qui lui a acheté, mais le parent
il doit savoir d'où Vous êtes sûr? Vous avez des chiffres? Il faudrait fouiller aussi. Donc, bon, je ne sais pas si les exemples sont nombreux dans ce cas-là, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les enfants, ils passent par des voies pour acquérir ce téléphone, mais ce n'est pas avec l'argent de la famille, ce n'est pas avec l'argent du parent. Bon, donc, où ils trouvent cet argent? Et pourquoi cela ne choque pas le parent? C'est la question. Parce qu'il faut qu'on arrête de dire c'est l'extérieur, ceci. C'est vrai que l'extérieur va avoir un impact sur un enfant fragile. Est-ce qu'on fait des enfants dans l'éducation familiale des leaders ou des suiveurs? Cela est fonction de l'éducation qu'on leur donne. Des parents très rigides, cassants, vont amener l'enfant à avoir deux types de comportements. Un enfant, comme vous l'avez dit, à la maison, il aurait un type de comportement. Et quand il sort, et à l'adolescence, cet enfant va se rebeller et être face à un parent qui ne peut plus le frapper. C'est pour ça qu'on dit, quand vous avez pour seule sanction la chicotte, arrivé à un moment, c'est un jeune homme que vous avez en face de vous. Mais c'est vrai qu'à l'école, quand vous avez des éducateurs qui prennent les portables des enfants, des élèves, il y a des parents qui viennent se plaindre. Et ça, pour quelle raison? Comment on explique cela? Alors qu'on dit que le portable est interdit à l'école. Alors comment il faut que le parent amène, lui-même respecte déjà les règlements de l'école pour que son enfant puisse voir. Moi, je veux comprendre. Oui. Comment un parent d'élève, il vient à l'école et il trouve en face de lui des éducateurs qui lui font... Justement, moi, je veux juste comprendre peut-être ce que vous nous expliquez. Ce déplacement du parent d'élève qui arrive à l'école pour se plaindre parce que le portable de son enfant a été ou aurait été pris. Parce qu'ils disent des fois que l'enfant a pris leur portable pour venir à l'école. Ah, donc il a pris le portable des parents. Le parent dit toujours que c'est son portable qu'il a pris venir, alors que l'enfant dit que c'est son portable. Bon, comment justement, donc, oui, Monsieur Coulibaly, vraiment, expliquez-nous en tant que sociologue, comment on peut être face à une telle situation? Oui, il faut dire aujourd'hui qu'on a une crise d'autorité dans la cellule familiale, il faut le dire clairement, il faut le reconnaître. Voilà. Aujourd'hui, on a des enfants qui s'érigent en chef dans la maison à qui on ne peut pas parler parce que ce sont des enfants finalement qui, comme on l'a dit, peut-être à force d'être formatés à la violence, se sont eux-mêmes maintenant rébellés contre cette autorité parentale. Et ce qu'on constate, c'est que le lien avec les réseaux sociaux, avant, on avait par exemple les moniteurs, les grands ordinateurs, où même quand l'enfant travaille, quand le parent passe, il peut jeter un coup d'œil. Mais là où on a eu des problèmes, c'est quand il y a eu l'apparition des smartphones. Vous savez, avec ces smartphones multifonctions, l'enfant vous permet d'avoir accès à un système, mais il a un autre système en backup qui lui permet d'avoir une vie secrète, qui lui permet de se retrouver de l'autre côté du monde avec quelqu'un qu'il ne connaît pas et il développe une certaine addiction et finalement, il se rebelle contre tout parce qu'il est dans la crise hormonale, tout bouge en lui et il veut s'imposer à vous. Et lorsqu'on regarde aussi en termes de dérives, on a parlé des élèves, mais il faut dire aussi qu'on a des enseignants qui sont aussi dans la dérive. Ils sont auteurs de dérives. On parle de harcèlement. Harcèlement. Vous savez, on a parlé de notes sexuellement transmissibles. On a entendu dire cela. Lorsque vous avez des enseignants qui se retrouvent au détour de l'école, dans un bistrot, en train de prendre un pot avec un élève à qui il devrait donner l'encadrement, l'éducation, ou avec une petite fille pour qui il a des sentiments et il a des relations coupables, en réalité, les dérives sont à tous les niveaux. Et quand on regarde, malheureusement, la pauvreté ne peut pas tout excuser. Je pense qu'aujourd'hui, les élèves aussi ont leur part de responsabilité. Autant les parents ont leur responsabilité, il faut aussi qu'on dise la vérité à nos enfants qui tombent bien souvent dans le gain facile. Ils veulent l'argent facilement, une génération pressée, qui veut tout avoir sans sacrifice, mais c'est ce que ça donne. Est-ce qu'on peut parler de questions, M. Aka, de questions de modèles, de repères, de ce qui est visible, M. Aka? Est-ce que ce dont parlait M. Coulibaly n'est pas justement la conséquence de la recherche d'un modèle ou la perte de valeur de modèle? Oui, bien sûr que c'est la perte de modèle, la perte de repères, que ce soit les parents eux-mêmes,
comme on l'a dit déjà, les parents se trouvent dans une société qui est elle-même perturbée. Le parent ne se retrouve pas. Je l'ai dit tout à l'heure, un parent qui est parti et qui ne revient qu'à 20h ou 21h et qui a le quotidien comme souci permanent. Bon, mais ce parent-là, il est... Je vous prends au mot. Hein. Il y a des parents qui partent, qui rentrent chez eux à 21h parce qu'ils habitent, c'est une question de distance avec la ville, les embouteillages. Mais il n'a pas de souci dans son quotidien. Mais l'enfant peut déraper ou avoir des dérives qui seraient celles que l'on cite. Alors, est-ce que justement, ce n'est que le fait que le parent rentre tard et qu'il y ait des problèmes dans son quotidien qui amènerait un enfant justement à avoir des comportements qui soient répréhensibles? Oui, mais si le matériel compte beaucoup, parce que si le parent en question n'a pas le minimum, moi j'ai vu, on l'a dit dans d'autres sources d'information, 70% de l'habitat à Abidjan est précaire. Donc ça veut dire... Oui, c'est des experts immobiliers qui l'ont dit en plus. C'est pas... Voilà. Non, je demande votre source des experts immobiliers. Voilà. Admettons. Oh, oui. Je ne veux pas les citer. Non, mais admettons. Alors si 70%, même si on prend même 50% de l'habitat qui se trouve... Moi, je n'ai pas de chiffres, donc je préfère justement qu'on n'avance pas des chiffres parce qu'on ne les a pas ici. Mais on le sait. On sait que la majorité on sait très bien que l'habitat abidjanais, une bonne majorité se trouve dans le précaire. Ça, il ne faut pas se leurrer. Moi, je n'ai pas de chiffres. Non, ce n'est pas les chiffres, c'est la réalité qu'il faut voir. Donc, quand ces personnes-là, ces familles-là vivent dans ces conditions-là, et qu'ils ont réussi à mettre leur enfant à l'école, et que l'enfant est parti, et que le fil est en quelque sorte un peu coupé, finalement, le suivi quotidien fait défaut, et cet enfant se retrouve dans un environnement où il est pris un peu en otage par son environnement. J'ai l'impression que le DG n'est pas totalement d'accord. Déjà, je voudrais vous entendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais je n'ai pas sur ce terrain-là. Moi, je veux juste donner un chiffre. Oui. 77% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Absolument. Ouais, c'est ça. Les parents même sont jeunes. C'est ça le vrai problème. Nous avons une population extrêmement jeune. Les expériences dont nous parlons, les anciens qui ont eu une vie tranquille, bien disciplinés, respectueux, ils sont combien? Plus très nombreux. Ils sont plus très nombreux. Donc, en vérité, nous devons former les parents, les jeunes parents, pour qu'eux, ils puissent donner des modèles. Les modèles que nous avons, les jeunes, nos modèles sont dépassés. Si vous lui présentez, je m'excuse, si vous présentez le portrait du président Houphouët-Boigny à un élève du lycée classique, il va te dire, mais c'est qui ce monsieur? Pourquoi le lycée classique? Non, j'ai dit ça comme ça parce que c'est Non, mais c'est juste pour détendre. Voilà. Parce que c'est vrai que comprenez. En fait, c'était son temps. Voilà. Il va dire c'est son temps. Voilà, ça dit ils estiment que ce n'est plus de leur temps. Oui. Donc, ils vont chercher des basketteurs, ils vont chercher des rappeurs, des Tupac Amaru, des choses comme ça. Mais quand on fait ce constat, justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai. L'Ivoirien nouveau, justement. L'Ivoirien nouveau. Mais l'Ivoirien nouveau, ça part de... il y a des cases qu'il faut remplir. Il faut le créer. Mais ça a été créé, ça a été décidé par le président de la République. Donc, c'est-à-dire que c'est lancé. Mais l'Ivoirien nouveau, est-ce que ce n'est pas chacun d'entre nous? Est-ce que c'est seulement une catégorie d'Ivoiriens ou d'Ivoiriennes qui doivent porter ce concept? Il le faut. Est-ce que c'est une partie seulement d'Ivoiriens qui doivent porter les Ivoiriens. Il faut construire ce dispositif. Il faut construire ce modèle. Il faut créer des valeurs. Il faut montrer des valeurs. Je pense que c'est très important. Et il faut avoir des plateaux de télé comme ceux de ce soir justement, pour en parler. Le service civique, le retour du service civique. Oui. C'est pour cela. Vous avez des résultats? Nous sommes satisfaits de nos résultats. Nous sommes satisfaits de nos résultats. Je pense que le gouvernement est satisfait. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de passer à échelle le service civique, de pouvoir traiter chaque année au moins 14 000 jeunes. Au moins 14 000 jeunes. Alors qu'actuellement, nous sommes à 500, 600 jeunes par an. Oui. Et ça coûte assez cher, ça je peux vous l'assurer. Mais cependant... c'est un engagement. C'est un engagement. Pour l'avenir, n'est-ce pas? Oui, c'est un engagement pour l'avenir. Et cet engagement est réellement porté. Et aujourd'hui, on commence à voir les effets. Tous les jeunes qui sortent du service civique... Prochainement, on va faire un micro-trottoir pour montrer les jeunes gens qui sont sur du service civique. On aura un micro-trottoir tout à l'heure. On sent
que ces jeunes-là commencent à comprendre. Ils commencent à avoir des perspectives. En fait, ils n'avaient pas de perspectives. Ils ne savaient pas où ils allaient. Maintenant, ils se disent, ah, il y a une chance. J'ai une chance aussi. La seconde chance dont on parle là, c'est bien ça. Mais il faut encore aller plus loin. Il faut prendre en compte maintenant les élèves, les étudiants, et puis les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Alors, moi, il y a également, vous parlez de jeunes adultes, donc la question de la responsabilité, on a parlé des parents, la cellule familiale, la société, mais un phénomène qui existe, comment on peut voir des adolescents, donc en tenue, se rendre dans un motel ou autre, qui rentrent à une période durée et en ressortir. Et les personnes qui sont en charge ou à qui ça appartient, les laissent rentrer. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème d'état d'esprit, de mentalité? C'est pour cela que vous voyez que quand on parle seulement de l'école, de l'institution scolaire, nous disons c'est tout le monde. Nous acceptons notre part éducative, nous disons. Oui. Mais quand nous avons fini de dire aux élèves, voilà, et que l'élève sort de l'établissement, il va, comme vous le dites. Mais ce n'est pas normal. C'est une question de valeur. Voilà, on voit des élèves, des mineurs, qui sont interdits des débits de boissons, mais qui sont dans les résidences, dans les motels. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il appartient à ce responsable-là qui est là, mais parfois, les gérants même sont des mineurs. Vous voyez que parfois, les gérants, c'est des jeunes gens qu'on ne veut pas, peut-être, pas tous, qu'on ne veut pas payer peut-être au prix normal, et qui pensent que cela doit être... Mais il y a parfois des adultes. En parler montre que c'est toute la société qui est responsable de ce que nous reprochons à ces enfants. Parce que si vous y allez, qu'on vous dit que ce n'est pas possible, vous allez dans un deuxième et qu'on met en place, en application, les règlements, les lois en vigueur qui montrent que les mineurs n'ont pas accès à ceci. Et je l'ai constaté un jour où les gens qui amenaient toujours un enfant acheter de la boisson dans un maquis, l'ont amené... Il avait quel âge? Il avait moins de 15 ans. Et ils l'ont amené ce jour-là acheter de la boisson dans un supermarché. Et les gens ont dit que nous, on ne vend pas de l'alcool à un enfant. Le supermarché a refusé. Oui. Donc, l'enfant est venu dire... Ils ont dit, ah, c'est parce qu'eux ne veulent pas d'argent. C'est ce qu'ils ont... Il a dit non, que c'est interdit parce que je n'étais pas là quand ils avaient envoyé. Oui. Donc, ça veut dire que si chacun prend conscience que l'enfant qui est en train de dévier, d'aller à la dérive, face aux dérives qu'on a dit, nous sommes comptables et nous sommes des éducateurs. Chacun va jouer son rôle et nous allons avoir l'enfant nouveau, l'adolescent avec des valeurs. Mais nous sommes toujours dans la condamnation. Est-ce que nous sommes dans la compréhension parfois de ces enfants? Est-ce que vous êtes dans la compréhension, Monsieur Aka, parce que vous êtes un parent d'élève, donc vous avez c'est une organisation. Est-ce que vous êtes dans la compréhension ou dans la condamnation ou dans l'accompagnement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, qu'est-ce que nous faisons? Je peux vous dire que nous avons déjà, il y a 2 ans, on a même fait un colloque à l'université ici. Oui. Les parents d'élèves, on a fait un colloque, on a essayé de tenir un peu de moyens pour faire. Parce que l'école, effectivement, il y a toutes ces dérives-là que nous sommes en train de voir. Oui. Et nous avons dit, mais il faut faire un colloque. On a fait un colloque pour vraiment répertorier, essayer d'identifier tous ces mots. Et nous avons même versé cela à l'EGENA, aux États généraux de l'éducation nationale. Et l'école elle-même, elle a fait les États généraux. Pourquoi? Parce que, justement, les dérives sont là. Tout le monde constate que l'encadrement est insuffisant, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école. Oui. Et comme l'école, c'est là qu'on donne l'instruction quand même, il faut faire un effort pour pouvoir maîtriser la situation. Donc, l'école a fait nous, les parents d'élèves, ce que nous avons pu recenser, nous avons reversé dans les résolutions des EGENA. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, si on applique bien les EGENA, bon, c'est vrai que c'est dommage que ça a été décidé sur 10 ans. Pour nous... C'est une génération. C'est 10 ans. C'est une génération. C'est long, mais bon. C'est une génération. Mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on sortira. Vous pensez qu'on en sortira et les populations espèrent également que ces jeunes s'en sortent et proposent des solutions. Alors, nous les retrouvons au micro de Guedro et Ibrahim Touré, montage Pacom Afrié.
La première option que l'État doit faire, c'est vraiment impliquer les parents même dans la gestion de leurs enfants au-delà de la maison. Parce que les parents pensent que quand les enfants vont à l'école, c'est les maîtres qui ont toute la responsabilité. Or, pourtant, l'enfant doit commencer à la maison et terminer à la maison. Et même pendant son absence à la maison, il faudrait que les parents soient impliqués. Et malheureusement aussi, on constate que l'État laisse pratiquement les maquis à côté des écoles et tout ça là, ça attend vraiment les enfants. On constate qu'il y a dans certaines familles, malheureusement, il n'y a pas d'autorité parentale forte. Donc par moment, les enfants sont délaissés. C'est aussi l'occasion de tirer l'attention des parents pour que vraiment ils soient regardants vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Que les parents, d'abord, éduquent bien leurs enfants, qu'ils leur apprennent un certain nombre de choses à la maison, qu'on ne boit pas. N'allez pas dans les maquis, dans les manguidromes et tout ce qui... ne fumez pas. Les parents fournissent beaucoup d'efforts, mais ils fournissent beaucoup d'efforts. Beaucoup disent que les parents échouent, mais en réalité c'est faux. Les parents fournissent beaucoup d'efforts. C'est aux élèves maintenant de faire leurs devoirs. C'est comme ça. Quand tu vas à l'école, il y a ce qui se passe à l'école et puis il y a ce qui se passe sur le chemin de l'école. Et à l'école en question, c'est l'éducation. Mais sur le chemin de l'école, c'est là tout se passe. C'est là l'influence même des camarades, machin et tout. Donc ça l'élève maintenant de pouvoir distinguer entre le bien et le mal. En Afrique, la famille a un sens. C'est à juste titre que l'enfant appartenait à la communauté. Mais nous avons implanté l'individualisme où l'enfant n'appartient même plus à sa famille. Alors qu'avant, dans nos sociétés anciennes, l'enfant appartenait à la communauté. Où une gaffe, on n'attend pas papa, le voisin peut te donner orientation. On nous interdit de toucher aux enfants des autres. On nous interdit de parler aux enfants des autres. Tout le monde est livré à lui-même. Et après, on se plaint. C'est malheureux, c'est ce qui nous arrive. Merci donc à ces messieurs qui se sont prononcés. Réaction, Madame Pohan, tout le monde, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut beaucoup d'enfants s'auto-éduquent si on a envie de regarder. Mais c'est vrai que les parents n'ont pas démissionné. Moi, je dis qu'ils sont désemparés. Les parents sont désemparés. Ils nous appellent au secours parce que éduquer... Quelle est la solution? Parce que là, on est dans les solutions. Oui, on rentre dans les solutions. Oui. Ce qui est bien, c'est que au MENA, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc, il y a l'école des parents. Oui. Quand on va, qu'on parle. Et nous prenons la communauté. L'école des parents, c'est ça? L'école des parents qu'il y a partout, dans beaucoup de structures, où on parle aux parents de la coéducation. Comment est-ce qu'il faut éduquer son enfant, surtout les adolescents, comment communiquer avec l'adolescent. On essaie de comprendre... l'environnement familial, il y en a qui sont orphelins, il y en a qui sont ceci. Quelles sont les crises? Qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant soit dans la position dans laquelle il est? Peut-être qu'il est en échec scolaire et autres. Et aussi, on essaie la démos, par exemple, essaie d'aider les parents qui ont des difficultés au niveau, qui sont dans la précarité, avec les autres ministères, les filets sociaux. Oui. Donc, on ne donne pas seulement l'enseignement, on essaie de voir les conditions et on intervient. Il y a des psychologues qui prennent en charge les enfants, qui les aident, il y a les cours, il y a le suivi. Donc, je veux dire que l'école joue sa partition. Il faut qu'il y ait une interaction. Il faut que les parents comprennent qu'on nous confie. Donc, c'est nous qui aidons les parents. Ce ne sont pas les parents qui aident l'école. Ce n'est pas de façon réciproque. Non, parce que je le dis, quand vous venez confier votre enfant et qu'on vous appelle pour un problème concernant l'enfant et que c'est la servante, c'est le chauffeur, ce n'est pas des personnes qui peuvent agir sur le devenir scolaire de cet enfant-là qui vient répondre, vous montrer à l'institution scolaire que l'enfant n'est pas votre priorité puisque vous ne répondez pas quand on vient. Il faut que les parents le comprennent et ça frustre l'enseignant ou l'éducateur qui les convoque. Il faut trouver un temps. Le temps, ça se trouve. On n'a pas dit la quantité de temps, on dit la qualité. La qualité de l'accompagnement, Justin Coulibaly, qu'est-ce que vous en pensez en termes de solutions? Oui, moi je pense que la problématique que nous abordons est abordée sous l'angle vraiment holistique. Tous les éléments se tiennent. L'école fait partie de la société. C'est ça. Et pour moi, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est sortie de crise ou encore est dans un processus de consolidation de la cohésion sociale, de la paix. Et le PIB
commence à mieux se porter. On a allé jusqu'aux 2 chiffres. C'est vrai qu'on est revenu avec la pandémie Covid-19. C'était mondial. Pour moi, aujourd'hui, il faut que nos décideurs, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien, travaillent pour la relance économique, mais surtout pour la redistribution des richesses. C'est important. Lorsqu'on redistribue... Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne travaille... On a la jeunesse, oui. Et l'éducation nationale. Engagés. Et vous pensez qu'ils ne travaillent pas pour justement la croissance économique et ils sont engagés. Que les choses reprennent? Nous appelons justement le gouvernement à poursuivre, puisqu'aujourd'hui, c'est sous le vocable de la solidarité. Et donc, je parle de redistribution des richesses à dessein, parce que le gouvernement s'y est engagé. Donc il faut continuer, parce que l'école aujourd'hui, quoi qu'on dise, n'est pas gratuite. Et on a en Côte d'Ivoire... Ça, c'est encore un sujet. Ah oui, je vois Madame Point. C'est pas le sujet, mais l'école n'est pas gratuite, Point... il faut absolument que les parents puissent avoir des ressources pour investir dans l'enfant. Et mieux, je terminerai sur ça, le système éducatif. Attention, ce qu'on constate, c'est que nous avons un système éducatif qui développe des approches. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un défi par rapport aux effectifs pléthoriques parce que les infrastructures éducatives n'ont pas suivi. Lorsqu'on se retrouve avec 100 personnes, 100 élèves dans une classe, le ratio n'est pas bon et c'est difficile de suivre chaque élève. Est-ce que c'est ça qui non, mais pour moi, les dérives aussi peuvent avoir pour facteur déclencheur l'environnement de travail, l'environnement scolaire. Donc pour moi, il faut absolument qu'on travaille à réduire les effectifs. Je me rappelle, dans ce pays, on avait 30 élèves pour un enseignant. Aujourd'hui, on est à 100. Donc, c'est la démographie qui a explosé. Et donc, il faut qu'on fasse aussi des efforts à ce niveau. Je pense que Mme Point est là, le ministère, nous regarde, l'État. J'ai envie de dire que c'est vraiment 2 mots. On veut choisir le moins de mal. La priorité, c'est laquelle? Oui, on peut vouloir dire que nous voulons 30 élèves, mais nous allons laisser sur le carreau d'autres élèves. Donc, on est en train de se dire qu'il faut donner la chance au maximum. Sinon, nous sommes conscients, en tant que ministère de l'Éducation nationale, Madame la ministre est consciente, et c'est une préoccupation. Tout cela fait partie des états généraux. Et vous allez voir tout ce qui a été dit. Je pense que dans la semaine-là, ça sera publié, les gens sauront ce qui va se passer. Donc on se retrouvera sur ce plateau. Voilà, quand ça va finir. Non, en tant que personne, on sait que l'environnement, on sait que tout ce qu'il faut faire pour que Célestin Freinet vous dit il faut 30 personnes, 25 personnes. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est l'idéal. Mais dans nos pays, permettons à chacun de pouvoir bénéficier de cette éducation en attendant qu'on puisse faire mieux. L'éducation est un droit. Voilà. Oui, DG. L'éducation est un droit, mais ça a un coût. Tout à l'heure, on nous disait la démographie. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Nous avons une population scolarisable qui a explosé, mais la population qui contribue à financer cette population scolarisable n'est pas élevée. Donc, tout le poids repose sur l'État. C'est ça. Mais l'État a diverses priorités. Oui. Dans l'éducation, la santé, tous les autres secteurs, les infrastructures. Donc, moi, je veux interroger plutôt notre capacité à générer nous-mêmes des valeurs. Donc, on revient à la base. Est-ce qu'on travaille suffisamment? Oui. Est-ce qu'on valorise suffisamment nos produits? Est-ce que nous travaillons pour produire de l'argent? Est-ce que nous ne comptons pas un peu trop sur l'État? Ou bien, quand nous-mêmes nous avons nos propres ressources, est-ce qu'on met nos ressources dans l'éducation de nos enfants et pas dans autre chose? Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il faut... Donc, votre proposition, c'est laquelle, les DG? Premièrement, je veux attirer notre attention sur un fait. Oui. Chacun d'entre nous a un enfant ou une fille de cette catégorie-là à la maison. On en a tous. Mais on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Je ne sais pas pourquoi. On en a honte. Pourquoi avoir honte? Mais parce que ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une valeur. On n'aime pas montrer son enfant qui est... Voilà, on veut avoir un enfant bien. Donc ça va perdurer alors si c'est le cas? J'espère que non. Maintenant, c'est les solutions. Moi, ce sont les solutions, justement. Les solutions que je vais vous donner, c'est... Il y a plusieurs réunions au niveau du gouvernement qui ont eu lieu, notamment au niveau du Conseil national de sécurité. Tout à fait. Et il y a trois axes de solutions qui sont préconisés.
la répression. Et ça a commencé. Vous avez vu? Oui. Pour l'instant, c'est un peu timide, peut-être. Il va y monter en puissance? Nécessairement, parce que la situation s'aggrave. Il va falloir ensuite, pendant qu'on est en train de faire cette répression, lutter contre la désinformation. Parce que quand les personnes qui sont en train d'être réprimées, c'est sans acculer, automatiquement, ils désinforment. Sur les réseaux sociaux? Ou bien, ils vont aller sur les réseaux sociaux pour dire, en réalité, c'est les pharmaciens qui font rentrer ces produits, alors que tout le monde sait que ce n'est pas les pharmaciens, mais que c'est des réseaux parallèles. Ou bien, ils vont dire, oui, c'est un homme politique important, ou bien ils ciblent des personnes importantes pour donner l'impression que c'est cette personne-là qui protège un quelconque trafiquant. Ça, ce discours, on entend. Donc, la répression doit s'amplifier et va s'amplifier. Répression 1. La sensibilisation 2. Doit se faire. Oui. Et la prise en charge, parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà là, pris en charge, et qu'on doit prendre en charge. Et à ce niveau, le programme qui est en train d'être conçu, c'est en 4 étapes. Les centres d'écoute et d'accueil. Il faut accueillir, écouter, orienter les enfants. Il n'y en a pas suffisamment. Les efforts sont en train d'être faits pour mettre en place ces centres-là, notamment dans nos infrastructures du service civique et dans les infrastructures du ministère de la Santé. L'autre élément, c'est les centres de prise en charge. Lorsqu'on a détecté qu'il y a des enfants qui ont des problèmes, il faut pouvoir les traiter. Bien sûr. Pour l'instant, pour une phase pilote, il y a 3 centres qui sont annoncés dans nos centres de service civique. Le moment venu... on en reparlera. On sait déjà dans quelle région? Oui, on sait à peu près dans quelles localités ça va se faire. Mais à côté, il y en a qui sont déjà vraiment touchés. Là, il y a l'INSP, qui a les santé mentale, qui les prennent en charge. Maintenant, tous ceux qui ont été plus ou moins addicts, qui sont ressortis de leur addiction, les 14 grands centres de services civiques qui sont en train d'être construits, ils vont pouvoir aller là-bas pour la consolidation de leur resocialisation. Donc, voilà un peu l'architecture qui est en train d'être mise en place. En termes de solutions. En termes de solutions pour réprimer, pour sensibiliser et pour traiter. Parce que quand même, il y a des enfants qui sont déjà touchés. Monsieur Aka, quelles sont les solutions, vous, en tant que vice-président, c'est vrai que vous représentez ce soir sur ce plateau l'association des parents d'élèves et étudiants, parce que ça va loin, mais là on parle vraiment du système scolaire. Quelles sont vos solutions? Quel message pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas ici dans un an pour reparler des mêmes problèmes, qu'ils soient atténués? Bon, je pense que l'école aujourd'hui est engagée dans une mauvaise posture. L'école est engagée dans une mauvaise posture. Elle est dans une mauvaise posture parce que elle crée elle-même un sous-produit. Quand on prend les examens, les grands examens que nous avons faits, les taux moyens tournent autour de 40% d'admission, je veux dire. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 60% des enfants qui ont échoué. Donc ça, c'est 60%-là. Non seulement, on l'a déjà dit à plusieurs occasions, quand vous êtes dans une classe que vous avez 4 sur 10, c'est pas bon. Quand vous êtes dans une classe que vous avez 5 sur 10, on appelle ça passable. Si vous avez 3 sur 10, c'est mauvais. Donc si on passe des examens et que nous sommes à 40% d'admis, ça veut dire que ça veut dire que le résultat n'est pas bon. Mais par rapport à ça, est-ce que, on parle du système scolaire, est-ce que, parce qu'on a 4 sur 20, on n'a peut-être pas des compétences pour entrer dans un autre système, puisqu'il y a l'école de la seconde chance qui a été lancée, il y a d'autres systèmes qui peuvent absorber ces élèves. Oui, d'accord, j'aime bien. Non, mais moi, parce que moi, je voulais juste savoir, est-ce que la note, ce 4 ou ce 5 veut dire que cet enfant, il est perdu? Ah, justement, il faut rattraper rapidement les mécanismes existent. Il faut les rattraper rapidement. Mais les mécanismes existent. Parce que justement, depuis des années, nous sommes toujours dans ce cycle-là. Nous sommes dans ce cycle depuis... Mais vous, en tant que parent d'élève, quelle est la solution? C'est ça ma question. Non, le parent d'élève, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a 2, 3, 4 enfants. D'accord. Il les envoie à l'école. Oui. Le niveau de participation qu'on lui demande, c'est ce qu'il fait. Oui. C'est ce qu'il fait. Puisqu'on lui dit qu'il a payé 6 000 francs pour l'inscription, il paye les 6 000 francs. Quand on dit qu'on a envoyé son enfant, par exemple, dans le privé, il a été affecté dans une école privée, et
là-bas, il va payer 40 000 ou 50 000 francs pour l'inscription dans l'école privée. Il se débrouille quand même pour payer les 50 000, les 40 000, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Oui. Donc, le parent d'élève... Il joue son rôle. Il joue son rôle là, parce que s'il ne le fait pas, l'enfant n'irait pas à l'école. Maintenant, quand l'enfant se retrouve dans un encadrement qui n'est pas suffisant pour qu'il puisse assimiler les connaissances qu'on va lui donner, s'il ne peut pas assimiler, il va échouer. Mais ma question, vraiment, je vais peut-être la reposer. Donc, ça veut dire que nous allons créer des sous-produits comme ça, en permanence. C'est pour ça que pour nous, il faut aller vite. Il faut aller vite sortir de là. Je comprends. Non, je comprends, il faut aller vite. Madame Point a parlé de 10 ans. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que, parce qu'on a 4 ou 5, est-ce que ça veut dire que cet enfant n'est pas récupérable? Après, je voudrais entendre le sociologue très rapidement. Pas du tout. Et puis ici, je pense que l'OPECI est partenaire du système éducatif. Vous êtes ensemble de toutes les manières. Oui, parce qu'ici, ce sont les parents d'élèves. Donc, ils sont associés à tout ce qu'on fait. Ce n'est pas le parent d'élève lambda qu'on a vu dans la rue. Votre organisation est partenaire. Et chaque fois que vous êtes là, on demande votre avis. Et quand vous dites les examens, voilà, vous voulez qu'on fasse passer ou bien vous voulez qu'on donne 60%, même quand c'est le niveau. On veut que les diplômes soient valables. Mais maintenant, ce n'est pas l'enseignement général seulement. C'est pour ça que lors des états généraux, toute cette piste-là, comme cela va être livré, on ne va pas entrer là-bas, c'est pour montrer qu'il faut trouver des passerelles. En parler est bien, mais en tant que parent d'élève, vous êtes là depuis des années avec l'éducation nationale et vous voyez tout ce qui est fait. On est en train de revenir dessus des examens propres, ce qui a commencé il y a longtemps. Cette année, vous avez 1900 tricheurs, je vais dire, contre 16 000 il y a 2 ans. Donc déjà, la lutte contre la tricherie à grande échelle, là, avec les vidéosurveillances, tout ça, c'est pour qu'on ait de véritables résultats dont on sera fier. C'est vrai qu'il y a 60% qui seront là, mais on ne les laisse pas pour compte. Mais on essaie de voir à travers ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va... Mais vous savez également qu'il y a des parents. Quand un enfant a 8 de moyenne, l'enfant refuse de redoubler, on le met en classe supérieure. Donc, ceux qui passent les examens... L'enfant refuse de redoubler et les parents le mettent en classe supérieure. Pas le public, dans le privé généralement. Donc, il n'a pas le niveau. C'est tout cela qui gonfle l'effectif des élèves qui passent les examens. Si maintenant, on commence à dire plus question pour un enfant, et ça, c'est ce qui est en train d'être fait, de passer alors qu'il doit doubler, pour qu'on puisse avoir un pourcentage, le nombre d'élèves qui a le niveau qui arrive. Quand on vous dit 500 000, peut-être il y a 200 000 qui ne devaient même... Solution. Oui, juste après, je vais réécouter. Je veux reprendre, solution rapidement. Ce que je veux dire, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. L'enfant doit appartenir à la communauté. Le processus de socialisation se fait à l'intérieur de la cellule familiale, mais aussi à les groupes de pairs. Donc, quand l'enfant se retrouve à l'école, l'enfant se retrouve dans l'entreprise, l'enfant se retrouve, dans la communauté doit avoir un regard bienveillant. Absolument. Donc, il faut que notre système éducatif intègre également les valeurs ancestrales ou les valeurs culturelles positives que la communauté a. Deuxième proposition que je fais, c'est de faire en sorte que l'État reste ferme. Reste ferme par rapport à la consommation de l'alcool. La répression. Oui, c'est la répression. La sanction. D'accord. La sanction. Il faut la tolérance zéro face à la drogue, à la consommation de la drogue et de l'alcool. Et il faut lutter résolument contre toutes les formes de VBG, donc les violences basées sur le genre. Et pour nous, il faut moraliser tout l'environnement politique. Parce qu'en réalité, quand je parle de cela, les enfants imitent, les enfants reproduisent. Cette crise de modèle qui fait que désormais, on veut utiliser l'ascenseur social pour se retrouver au plus haut niveau de la société, il faut que ça cesse. Il faut qu'on donne de bons exemples et les bons exemples, ça commence même dans la cellule familiale. Je vais vraiment rapidement vous écouter et après je vais faire un tour de table parce que nous allons conclure. Ça va très vite, c'est 90 minutes, mais ça va aller très vite. Juste, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux dire que ce n'est pas parce que l'État ou le gouvernement ne travaille pas. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un constat. Nous sommes là devant une situation réelle que nous vivons tous.
C'est pas un peu, j'allais dire, faire la politique de l'autruche. Nous vivons de la situation et nous faisons en sorte. Nous avons dit, si on a fait les États généraux, c'est bien pour ça. Si nous-mêmes, parents, on a fait colloque, c'est bien pour ça. Oui. Donc, nous essayons d'aider autant que faire se peut. Nous sommes partenaires, mais le peu que nous pouvons faire là, c'est ça. Nous voulons simplement, parfois, lever le regard de l'État, du gouvernement sur ces problèmes-là. Il ne faut pas qu'on les répète, parce que si nous les répétons, je vais vous dire simplement que dans les années 80, l'école emportait 40% du budget national. Dans les années 80, du temps des ministres, Père son âme, Bala Keïta et autres, 40-45% du budget national. Pourquoi? Parce que les enseignants, quand vous les prenez, ils représentent 45 ou 50%. Il aime les chiffres. Aujourd'hui, demandez à Mme Point combien l'État met dans l'école. Peut-être même pas 20%. Elle n'est pas sur ce plateau. Vous aimez, c'est vrai que c'est bien. Les chiffres. On va conclure. Voilà. Je vais vous demander vraiment de me répondre de façon très concise. L'éducation. Comment vous encouragez ce soir la responsabilité collective des enseignants, des élèves, des parents et bien sûr l'État? Mais en un mot, je voudrais commencer par Justin Coulibaly. Oui, je pense qu'on parle de communauté éducative. Communauté éducative parce qu'on a des acteurs, on a des partenaires. L'école, c'est la chose de tous. Il faut cette responsabilité citoyenne et active pour que le système éducatif contribue à réduire les inégalités sociales et faire en sorte qu'il soit moteur de développement économique et social. Merci Justin Coulibaly. Merci à vous les sociologues. Monsieur Aka, votre message? Nous sommes parents d'élèves, nous sommes partenaires de l'école. Et nous demandons simplement qu'on continue de nous associer. Parce que c'est quand nous serons à leur côté que peut-être nous pourrons suggérer quelques pistes. Vous êtes incontournable, rassurez-vous. Madame Point, non, je vais... Oui, Madame Point. C'est ce que nous avons compris, parce que dans la sensibilisation, comme il l'a dit, nous parlons de communauté éducative. Nous partons sensibiliser, nous sommes avec les guides religieux, et tout ce qu'il y a, les chefs traditionnels, et toutes les personnes qui sont capables de nous aider. Et tous les partenaires, parfois quand les partenaires vont, nous parlons de mentorat, il faut que dans les régions, les personnes, les femmes qui ont réussi peuvent aider ces jeunes filles-là pour éviter les grossesses. Et donc, tous ceux qui peuvent aider le système pour financièrement, vous savez, les partenaires, ils sont partout, mais nous disons que les cadres, et les gens des régions, tout cela, peuvent contribuer, les médias, tout cela, à aider la chose éducative parce qu'il faut beaucoup de moyens et l'État seul ne peut pas. Et c'est le plaidoyer que nous faisons. Nous avons compris cela et nous faisons avec la communauté éducative. Merci, Madame. Et puis sociale. Merci, Madame Point. Merci au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Oui. DG. Non, notre dernier mot, c'est la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Il faut que nous travaillions suffisamment pour produire des richesses et des emplois. Richesses et emplois. Pour pouvoir justement employer tous ces jeunes-là pour que demain, ils créent des familles stables. Ouais. Merci à tous pour votre participation. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à la DMI et son directeur, M. Koné Lassina, la Rediba Afisiata Dosso, la réalisatrice Arlène Poka-Dago. Merci, nous sommes tous concernés. Demeurons solidaires pour une école forte et un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir.